Récemment, j'ai travaillé sur euh, je t'en parlais hier, Giovanni, sur un film réalisé par un, un soldat américain, vraiment un troufion, un type qui avait risqué sa vie pendant des années sur tous les fronts, y compris le débarquement de Normandie, etc. Ce type n'était autre que Samuel Fuller, qui allait devenir un des cinéastes les plus aimés de la nouvelle vague française en particulier, totalement inconnu aux États-Unis, mais adoré par Godard, Truffaut, etc. Samuel Fuller qui a fait, qui avait demandé à sa mère de lui envoyer une caméra 16 mm. Bon, ça a mis un an et demi à lui parvenir. C'est pratiquement à la fin de la guerre qu'il a reçu cette caméra. Il ne savait pas quoi en faire finalement. Vers la fin de tout à la fin de la guerre, son bataillon a ouvert un camp de concentration, un petit camp, quelque chose de pas, je veux dire, c'était pas l'enfer de Dante, c'était un petit camp en bordure d'un bourg du côté de la Tchécoslovaquie. Voilà. Le bataillon a été horrifié de ce qu'il a vu et il est très intéressant que le capitaine du bataillon, pour, pour punir disons, la population allemande de ce village, sans les tuer, parce que on venait juste de signer la capitulation, donc il ne s'agissait pas de fusiller qui que ce soit, le capitaine a inventé un rituel. Les gens qui étaient morts là, qui étaient entassés de façon immonde comme ça, on ne savait même pas quel était leur nom, leur nationalité, donc a fortiori leur religion, quoi. Donc les militaires ont inventé une sorte de petit rituel, un rituel funéraire minimum, mais qui était en même temps un rituel destiné à rendre leur dignité à ces morts outragés et à accuser l'indignité de tous les gens du village, et notamment les notables, qui prétendaient qu'ils n'en savaient rien, alors que c'était vraiment juste à côté. Donc ils ont demandé aux notables d'enterrer ces morts dignement. Mais le chef du bataillon a aussi demandé à Samuel Fuller, il lui a dit, puisque tu as une caméra, filme-le. Et je pense que le rituel de dignité, enfin, essayer de retrouver une dignité, c'était à la fois les enterrer et faire ce film. Euh, je ne sais pas, on pourrait discuter beaucoup sur ce que tu as évoqué très rapidement sur la critique de l'archive, sur laquelle je dirais rapidement ceci. Moi, ça m'a fait un peu bondir quand je t'ai entendu, parce qu'en fait, bon, je faisais allusion tout à l'heure à Barthes et à sa position quand même un peu bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas chez Barthes, à mon avis? Je peux le dire très simplement, très vite. Ce qui ne va pas du tout chez Barthes et chez la plupart des gens qui prétendent parler de ces affaires-là, c'est quand ils prétendent dire ce que c'est. Qu'est-ce qu'une image? Quand ils, pour le dire en termes philosophiques, quand ils prétendent faire une ontologie de l'image, dire qu'est-ce que c'est l'être d'une image. Tant qu'on essayera de faire ça, on n'arrivera à rien. Tout simplement, c'est comme si vous dites, bon, je vais dire qu'est-ce que c'est l'être du langage. On peut en discuter très longtemps. Et la question n'est pas là. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'image? Qu'est-ce qu'on fait du langage? C'est pas une question d'ontologie, c'est une question de valeur d'usage. C'est pour ça que là aussi, dans la construction du réel qui est inhérente à chaque cas précis, ce qu'on veut essayer d'analyser, c'est comment on le fait dans ce cas précis. Il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas de, je crois pas, hein. Il y a peut-être des principes, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas d'ontologie. J'en suis presque sûr. Et ben, je dirais que c'est la même chose pour l'archive. Il n'y a aucune ontologie de l'archive.
On ne peut pas dire ce que c'est ou ce que n'est pas une archive. Tout dépend de ce qu'elle donne. Les nazis ont eu une activité archivistique considérable, une sorte de côté maniaque, la maniaquerie bureaucratique bien connue. Mais ils ont eu la fureur aussi de détruire leurs archives. Et les employés des camps de concentration, au moment où les armées alliées arrivaient, s'approchaient, on leur ordonnait, les nazis leur ordonnaient de brûler les archives. Et les stratégies des prisonniers, c'était de bourrer, le feu de façon à ce qu'il y ait des papiers qui ne brûlent pas, qu'on puisse les retrouver un jour. Donc, tout dépend de ce que vous faites quand vous faites une archive. Ou vous êtes un flic qui essaye de repérer le récidiviste, ou hein, y a un usage évidemment euh, totalitaire de l'archive. Bah, Mais il y a un usage aussi anti-totalitaire de l'archive. Donc c'est pas l'archive elle-même qui est en cause. Hein, ouais, tu es d'accord? j'ai sûrement mal résumé la thèse d'Ernst van Alphen, mais ça peut-être juste rappeler une de ses conclusions à propos de Forgage, c'était faire le futur de l'archive, c'était redonner vie à ces images d'archives, ce qui est une idée assez warburgienne, c'est-à-dire en les montant autrement, en les mettant en montage contrastif, leur redonner vie. Alors pour lui, l'archive, c'est vrai qu'il a tendance à un peu en faire l'ontologie, mais l'archive telle que les nazis s'en sont servis et telle que Boltanski en ferait la critique dans ses ouvrages est mortifère, essentiellement mortifère, c'est-à-dire dépersonnalisant, conduisant au bout du compte du côté de la mort, alors que le travail de Forgage serait du côté de la vie, d'une certaine façon, d'une vie, d'une Nachleben, Là-dessus, je suis totalement d'accord que une archive est illisible. Donc on peut dire que c'est de la cendre, que c'est mort, que c'est une archive, c'est gris, une archive, c'est indistinct. Contrairement à, je sais pas, quand vous allez dans une librairie, le libraire a un peu déjà vous suggère, ça c'est un bon livre, ça c'est de la philo, ça c'est de la littérature. C'est déjà un peu filtré. Une archive, quand on arrive dans une archive, on a toujours. Moi, j'ai eu l'expérience avec Warburg en particulier, avec Charcot d'abord, avec Warburg ensuite. Bah, tout peut arriver. On peut tomber sur n'importe quoi, rien n'est classé vraiment. Oui, je suis d'accord. Mais si j'ai réagi, c'est aussi, bien sûr, à cause de l'horizon qui était celui de la grande polémique qui a d'abord eu lieu entre Godard et Lanzmann, et accessoirement entre Lanzmann et Semprin, et puis ensuite euh, qui s'est reconduit sur le travail que j'avais essayé de faire sur les photos d'Auschwitz. Et la position de Lanzmann, c'était quand même de dire, c'est cette fameuse phrase qui a déclenché la fureur de Georges Semprin, qui a déclenché l'ironie et vraiment l'opposition très très forte de Godard, c'est quand Lanzmann a dit si j'avais trouvé une archive filmique de, de, d'un gazage de juifs dans une chambre à gaz, parce que c'est une chose techniquement possible, hein, il y avait des œilletons, il y avait des nazis derrière, des nazis éventuellement qui avaient la manie de tout enregistrer, ou voyeuristes, ou enfin bon, salopard dans tous les cas, mais voilà, un document immonde, bien sûr. Lanzmann dit, je l'aurais brûlé. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec une archive Est-ce qu'il faut détruire une archive dont le point de vue est le point de vue du salopard? Moi, je ne pense absolument pas. De toute façon, c'était pas mon cas à moi. Mon cas à moi, c'était justement moi, je considère toujours les quatre photos sur lesquelles j'ai travaillé comme en fait comme des actes de résistance, au sens technique du terme, puisque c'était envoyé à la résistance polonaise à Cracovie. Donc, voilà.